j'ai l'ambition d'écrire des livres qui parlent tout simplement du réel. J'aime beaucoup la formule de Lacan qui disait le réel, c'est ce qui ne va pas. Très bien, j'accepte ça. Et donc, parler du réel. Parce que ce qui est stupéfiant, si, supposez que vous veniez de Mars et que vous ayez fait des études de sociologie et que on vous a envoyé faire une étude pour savoir que font les Français. Alors, vous avez, comme vous avez fait des études de sociologie, vous décidez de limiter le champ et vous dites, eh bien, je vais m'intéresser à 1 an de production littéraire, cinématographique et télévisuelle. Je verrai comme ça, à travers l'imaginaire, quelle est l'image que cet imaginaire renvoie du monde réel. Et vous revenez sur Mars et vous faites une conférence, là, comme ici, là, et vous dites, c'est formidable, en France, les hommes sont majoritairement dans la police, ceux qui ne sont pas dans la police sont dans la publicité ou l'architecture, mais de façon générale, ils sont plutôt des oisifs. Quant aux femmes qui ne sont pas dans la police, sont dans la magistrature, elles sont dans la publicité, mais pas du même côté, plutôt comme cover girl qu'autre chose, ou femmes au foyer, ou prostituées, ce qui, là d'ailleurs, est un ensemble à peu près cohérent. Donc, vous concluez ça. Et moi, je suis stupéfait de voir à quel point, justement, le monde, enfin le réel de ce qui est la situation de la majorité des Français, heureusement, est absente de ces terrains qui devraient être les terrains de prédilection des romanciers, des cinéastes et de ceux qui réalisent des films pour la télévision. Je vais vous raconter, au fond, ce que je sens et comment je le fais. Il y a un petit apologue juif que j'adore. Ce petit apologue juif raconte ça. C'est l'histoire d'un juif très bien de sa personne, très élégant, très prospère, très riche, plein d'humour et de culture, qui tous les jours s'observe dans une grande glace qu'il a chez lui. Et il se trouve toutes les qualités de beauté, d'intelligence, d'humour et de prospérité. Jusqu'au jour où un rabbin vient et efface le teint du miroir. Et soudain, ce juif, si prospère, si bien de sa personne, si élégant, si plein d'humour, découvre la réalité du monde. Eh bien, moi, je crois que vraiment, le travail de l'écrivain ou le travail du cinéaste aujourd'hui, en tout cas tel que je le conçois pour moi, c'est ça, c'est d'effacer le teint et de permettre de voir la réalité du monde alors que nous sommes entourés de leurres et de faux semblants que nous venons nous vendre comme du réel. Ces 3 romans, en réalité, forment un triptyque et non pas une trilogie, un triptyque, parce que les 3 sont effectivement dans la même humeur, dans le même contexte économique, social et politique. Mais au fond, ils sont nés un peu les uns des autres, parce que lorsque j'ai écrit Les vivants et les morts, avant même d'avoir terminé le livre, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que plus ça allait, plus on voyait des salariés s'en prendre à une chose qui me paraissait impensable, s'en prendre à leur outil de travail. Ça, c'était le grand mouvement qui était dans Les vivants et les morts. Mais en même temps, je me disais que ça ne devenait pas banal, bien entendu, mais ça commençait à se multiplier. Et je me disais que la part suivante serait vraisemblablement de s'en prendre aux personnes. Et sur cet élan, j'ai écrit Notre part des ténèbres, où là, on s'en prenait aux personnes, puisque c'était l'ensemble des salariés d'une entreprise qui détournait un bateau de croisière sur lequel un fonds spéculatif américain fêtait une année de profit record. Mais en même temps, là aussi, en écrivant cela, je me disais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas vraiment par rapport à l'analyse que je pouvais faire de la situation. Parce que la situation dans Notre part des ténèbres était une situation classique d'une certaine manière. Hein. Un seul lieu, ce bateau, un seul temps, une seule action, etc. Mais en même temps, la situation en France, notamment, n'est pas celle-là.
et je croyais, et je crois toujours très profondément, qu'on nous présente différents conflits sociaux comme des conflits appartenant soit à des régions, soit à des branches particulières, soit à des cas spécifiques. Or, en réalité, il n'y a qu'un seul et véritable conflit aujourd'hui, qui est l'opposition très claire entre le salariat et l'actionnariat. Donc là aussi, dans l'élan de notre part des ténèbres, j'ai écrit Rouge dans la brume, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une entreprise de sous-traitants mécaniques se mettre en grève, etc., puisque l'usine va fermer. Différentes choses se passent, ça tourne mal. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se déplacent à 40 km de là, dans une usine où on fait de l'impression sur tissu qui est dans la même situation, et ils décident que désormais leur grève, leur action ne sera plus qu'une. Et puis ils vont encore, comme un espèce d'essaim d'abeilles, ou de se déplacer encore près de Rouen dans une usine qui fait de la chimie pour l'agroalimentaire, en disant c'est une seule et même un seul et même combat. Et je pense que ça, c'est vraiment la situation dans laquelle nous sommes tout à fait aujourd'hui. Vraiment, il y a un sentiment assez partagé. Je crois qu'il y a une nécessité, je vais reprendre le terme syndical, de convergence des luttes. Bien entendu, nous ne sommes pas dans une dictature, nous ne sommes pas non plus dans une théocratie, mais nous ne sommes plus vraiment dans un système démocratique. On peut dire qu'on est, je ne suis pas le premier à réfléchir sur ça, dans un système post-démocratique. Bon, l'exemple le plus facile à citer est celui du référendum de 2005, où 55% des Français votent non, et exactement le même texte, sans en changer un paragraphe, repasse via le Parlement. Regardez l'attitude du gouvernement qui veut imposer cette loi travail et qui découvre, une fois que quand même il y a eu vraiment énormément de réactions, qu'il aurait peut-être fallu en discuter. Mais malgré les manifestations, les prises de parole, tout ce qu'on veut, quel est le message encore hier de M. Hollande ? De toute façon, ça passera. Donc, on est dans un système post-démocratique, c'est-à-dire que vous pouvez voter ce que vous voulez, vous pouvez manifester autant que vous voulez, de toute façon, nous ferons ce qui a été décidé. Nous sommes aussi dans un système post-républicain. Je m'explique. Le principe fondateur de la République, c'est l'égalité. C'est pas pour rien que les révolutionnaires ont mis l'égalité, enfin Robespierre, puisque c'est lui qui l'a écrit, qu'il a mis l'égalité au centre de la devise de la République. Pourquoi ? Bien parce que la liberté est l'état auquel chacun d'entre nous aspire, mais en même temps, on sait bien que la liberté poussée à son excès amène l'oppression. Le capitalisme en est un exemple facile à citer, puisque chaque jour, chaque semaine, on voit comment il réclame pour lui plus de liberté, encore plus de liberté, toujours plus de liberté. Donc ça. La fraternité, on dirait aujourd'hui plutôt la solidarité, devrait être le mode de relation commun qui finalement fédère les citoyens à l'intérieur de la nation, mais comme la vertu n'est peut-être pas innée, eh bien il faut s'assurer de cela. L'égalité est au milieu. Qu'est-ce que l'égalité ? Eh bien, c'est finalement le rôle de l'État qui doit organiser cet équilibre entre ce désir de liberté qui est le nôtre, sans les excès auxquels il peut pousser, et puis cette solidarité qui devrait être notre mode de relation commun. Donc cette égalité, c'est le principe fondateur de la République. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays, et pas seulement en France, on peut voir un peu plus loin, où, je vais être très généreux, un homme ou une femme peuvent gagner en 1 heure ce qu'un autre ne gagnera jamais en une vie entière de travail. Je ne parle pas là d'une chose parce que c'est facile, on dit « Ah oui, mais c'est l'égalitarisme, tout le monde pareil ». Non, je ne pense pas à un monde rêvé, mais je dis simplement que l'écart là est tel, il est immense, il est incroyable, que le principe d'égalité, qui est fondateur pour moi de la République, est là rompu. Donc on est à la fois
dans un système post-démocratique et sans doute post-républicain. Ce qui est une vraie question extrêmement difficile à aborder parce que ça veut dire que, eh bien oui, il faudra vraisemblablement se battre, de quelle manière je l'ignore, pour rétablir la République d'abord et ensuite rendre à la démocratie son sens premier qui est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Aujourd'hui, on est clairement dans un gouvernement pour le patronat, par le patronat. Je veux dire, le MEDEF écrit les lois et on les entérine et on décide que ça sera ça et pas autre chose. Donc voilà, mais ça passe aussi à travers les romans. Non, c'est vrai que dans mes romans, s'il n'y a pas de héros au sens masculin du terme, il y a toujours des héroïnes. Il y a eu une rencontre qui a beaucoup compté pour moi avec Jérôme Prieur lorsque nous préparions Corpus Christi. Nous sommes allés à Manchester pour voir un papyrus, le papyrus Ryland, qui est une petite chose comme ça, qui, du point de vue des épigraphistes, est sans doute la plus vieille trace d'une copie d'un évangile. C'est daté aux alentours de 170. Bref, nous sommes allés voir le papyrus Ryland, comme je vous dis, c'est grand comme ça. Ça ne nous a pas pris la journée pour le voir. Donc, en français, qui est badaud, nous nous sommes promenés dans Manchester. Et là, il y avait à un endroit une tente, un barnum, tenu par les femmes des mineurs anglais qui avaient perdu cette grève terrible où Margaret Thatcher avait mis les syndicats à genoux et avait tout détruit autour d'elle. Et cette tente, la grève était finie, la grève était perdue. Cette tente était tenue par ces femmes, qui étaient les femmes des mineurs, leurs filles, leurs petites amies, leurs mères, leurs voisines, etc., qui vendaient des brochures pour continuer finalement d'alimenter la réflexion et la lutte, et puis des petits gâteaux pour sans doute soutenir la cause. Donc, on s'est arrêté avec Jérôme, on a échangé, on a acheté des brochures et tout. Et moi, j'ai trouvé ça mais extraordinaire, finalement, de courage et d'endurance. C'était fini, et qui continuait? Ces femmes. Qui n'avait pas baissé les bras malgré la défaite? Ces femmes. Qui pensaient que, encore une fois, on pouvait à nouveau remonter à la bataille, et cette fois-ci la gagner? Ces femmes. Moi, j'ai trouvé ça, c'était exceptionnel. D'autant plus exceptionnel que pendant cette grève, qui a été mis en avant? Les hommes, les responsables syndicaux, ceux que l'on voulait. Ça. Alors que qui faisait vivre la grève? Mais c'était encore ces femmes qui assuraient le ravitaillement, la vie à la maison et choses comme ça. Donc je trouvais que c'était des personnes exceptionnelles. Et je crois que dans mes livres, eh bien, au fond, de façon indirecte, je ne parle jamais de ça, mais il y a quelque chose qui vient de là, de cette idée-là que finalement, le grand courage, l'endurance, eh bien, c'est du côté féminin qu'il se trouve et qu'il se trouve particulièrement aujourd'hui. L'exemple que je peux donner pour ceux qui ont lu Les Vivants et les Morts, c'est le personnage de Dallas. Dallas, qui est une des femmes de l'histoire, qui est une jeune femme qui est jolie, donc on pense qu'elle est idiote. Et puis, eh bien, on s'apercevra tout au long de l'histoire qu'au fond, c'est elle qui a réellement compris ce qui se passait et qui, au bout du compte, sera encore là et encore la plus combative. Donc je pense que ça, c'est cette dette que je dois à ces femmes de Manchester. J'espère avoir suffisamment d'humour pour décrire des situations avec une distance qui nous permette d'en voir les ridicules. Mais en réalité, c'est tout aussi sérieux que le reste, et peut-être même plus. Je pense que rien n'est plus difficile à faire qu'une comédie. Dans La Brigade du Rire, je veux dire en 2 mots, l'argument est celui comment une bande d'amis qui étaient avant, qui ont fait dans leur jeunesse du handball ensemble, séquestre dans le sous-sol de l'un d'entre eux qui est devenu garagiste, un éditorialiste du type des chiens de garde, comme Monsieur Le Parmentier au Monde ou Christian Barbier à l'Express, etc. Et puis, ils ont monté là un petit atelier avec une perceuse à colonne,
et ils le font travailler selon ce qu'il préconise chaque semaine dans ses éditoriaux. Donc il est pour la semaine de 40 à 48 heures, ils lui font faire ça. Il est pour ramener le SMIC pour faire concurrence avec les Chinois, donc il le paye au SMIC moins 20%. Évidemment, on calcule le temps de travail grâce à la flexibilité, donc il n'y a plus d'heures supplémentaires puisque c'est un temps annuel selon les nécessités de l'entreprise, etc. Donc, François Ruffin qui vient de faire Merci Patron, lui avait une autre idée après avoir lu La Brigade du Rire. Il me dit on devrait kidnapper un député socialiste et lui faire recopier le Code du travail au porte-plume. Enfin, là aussi, l'humour a été notamment, enfin, je sais pas, moi je viens du 20e arrondissement, de Ménilmontant, Belleville, et ça a toujours été, je crois, une forme de résistance. J'aime beaucoup, c'est Jean-Michel Ribes qui faisait ça au Théâtre du Rond-Point à Paris, Rire de résistance. Je trouve que le titre est très bien et très juste, parce que c'est une façon aussi de se défendre du sort qui nous est fait, de le voir avec distance, de ne pas se laisser être prisonnier du monde dans lequel on veut nous emprisonner, parce que le monde du langage est absolument, c'est très extraordinaire de voir les trouvailles, celui qui a trouvé plan de sauvetage de l'emploi à la place de plan de licenciement, on devrait le décorer, c'est magnifique. Vous savez, le mot salaire qui a disparu du vocabulaire médiatique, il n'y a plus que le coût du travail. Et alors maintenant, là, il y a quelque chose qui émerge chez tous les commentateurs, qui fait ma joie aussi, c'est les syndicats réformistes. Ah, je trouve ça très très bien. C'est un peu comme le dictateur honnête, l'islamiste modéré, le collaborateur résistant, enfin, ces oxymores qui sont, vous voyez, quand je disais que tout à l'heure il y avait des leurres, eh bien ces leurres, ils sont produits sans discontinuer à travers tout l'univers médiatique. Et l'humour est une façon de se dégager de ça et d'en montrer encore une fois les ridicules, les absurdités et les aspects au fond criminels. Regardez, dans la loi El Khomri, si discutée en ce moment, l'argument fondamental, c'est il faut pouvoir licencier pour embaucher. Alors, hier, j'étais avec Marius Colucci. Je disais à Marius, je me dis, ton père serait là, il dirait ça, licencier pour embaucher, et la France entière se marrerait. Et là, on nous donne un ministre qui dit ça, extrêmement sérieux, tout le monde prend des airs, mais c'est terrible. Et donc, il faut pouvoir mettre ça en exergue pour le faire tomber. Ils l'ont attendu, c'est pas l'info qu'il y avait les 8.